La colonne de Boulogne-sur-Mer et le plateau du chemin vert entre 1945 et 1962. Après la libération de Boulogne, les débris de la colonne et de multiples morceaux de bronze jonchent le sol. La tête de la statue de Napoléon, qui avait été sauvegardée, est entreposée au musée de Boulogne-sur-Mer. Elle y sera par la suite exposée. En fin d'après-midi du 22 août 1945, le général de Gaulle arriva à Boulogne, debout dans sa voiture, faisant face à la foule qui l'acclamait et l'applaudissait avec une vibrante chaleur. Boulogne enfin est Le Portel, dernière étape. Boulogne dont le port n'est plus qu'un amas de ruines. Boulogne qui n'a plus que 100 immeubles intacts sur les 10 500 d'avant-guerre, illustre avec sa volonté de renaître les fortes paroles prononcées à Béthune. Il s'agit de vivre, c'est-à-dire d'avancer. C'est ainsi qu'à partir de l'abîme, nous avons gagné la guerre. Il n'y a pas d'autre moyen de gagner notre paix au travail. Il fut accueilli par le maire, Henri Engel, entouré des membres de la délégation municipale. Au cours de votre visite, lui dit le premier magistrat de la ville, vous constaterez, mon général, nos désastres et nos maisons totalement ou partiellement détruites. Néanmoins, parfois installés dans les caves, les Boulonnais s'attachent au sol natal et désirent travailler au redressement du pays. En saluant le grand résistant que vous êtes, Boulogne vous assure qu'en dépit des vicissitudes de tous ordres, elle a toujours son cœur pour vous honorer et son courage pour travailler. Après 1945, on va récupérer le camp de prisonniers allemands qui se trouvait à Terlingtin, au pied de la colonne de la Grande Armée. Ce sont ce qu'on appelle des demi-lunes, des espèces de hangars en tôle où on logeait les prisonniers. On va les allouer à la population et même à quelques commerces. Certains seront encore présents jusqu'à la fin des années 60. En 1946, les baraquements réclamés par Henri Engel pour loger tous les sinistrés arrivent sur Boulogne. Baraquements en dur, préfabriqués canadiens de type UK-100 ou demi-lunes, se construisent le long du chemin vert, notamment à proximité de la colonne. L'Amérique nous envoie des maisons préfabriquées. Elles sont prises sur les livraisons destinées à la Grande-Bretagne et auxquelles celle-ci a dû renoncer à la suite de l'abandon du pré-bail. Chacune pèse près de 8 tonnes et arrive en 5 caisses numérotées. 2 caisses supplémentaires contiennent les accessoires. Elles passent directement du bateau qui les apporte sur des camions qui les conduisent à l'emplacement définitif. En effet, ces maisons, nous en avons commandé 8000, sont réservées aux sinistrés des régions côtières. Ainsi, arrivant dans les ports, sont-elles utilisées sans délai nouveau ni long déplacement. L'assise où reposera le plancher reçoit d'abord une couche de bitume pour le préserver de l'humidité du sol, une feuille de papier comprimé et enfin du parquet de bois. Un cadre de bois recouvert à l'extérieur par une plaque fabriquée avec de vieux journaux compressés constitue les panneaux des murs. L'intérieur est revêtu d'isolant. La toiture à double pente, très plate, est composée de 2 plaques de fibrociment et de cellotex, séparées par un isolant en coton. La maison offre une salle commune, 2 chambres à coucher, une salle de bain et une cuisine, le tout équipé du matériel le plus moderne. Lavabo, fourneau à gaz, chauffe-eau électrique, placards et garde-manger. Tout autour de Boulogne-sur-Mer s'élèvent rapidement des cités groupant les maisons préfabriquées. La maison préfabriquée de modèle UK-100 est née de la collaboration entre le Royaume-Uni et les États-Unis entre 1942 et 1945. 30 000 exemplaires étaient prévus afin d'atténuer la pénurie aiguë de logements en raison de la campagne de bombardement stratégique menée par l'aviation allemande contre le Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale. Les maisons préfabriquées viennent d'un procédé d'ossature en bois rempli de matériaux isolants et plaqués d'isorel, le tout ignifugé. Les panneaux de toit assez lourds et étanchéifiés grâce à des bandes bitumées
permettent de garantir une stabilité à cet ensemble léger. Ces concepteurs ont montré une grande habileté et ingéniosité en élaborant le design d'une maison normalisée et usinée selon une triple problématique. Premièrement, une restriction de matériaux imposés. Deuxièmement, la mise au point d'un conditionnement adapté de faible volume, les maisons étant envoyées par bateau. Et troisièmement, la possibilité de construire entièrement manuellement les maisons avec un minimum de main-d'œuvre, les grues n'étant nécessaires uniquement que pour le déchargement sur le site. Pensée comme une boîte claire avec des plafonds bas, une surface vitrée représentant un tiers des façades, orientée pour une gestion optimale de la température. Homogène et rationnelle, sans perte d'espace, les baies vitrées s'ouvrent à l'extérieur et sont protégées par une avancée du toit. Elles alternent avec des fenêtres hautes afin de pouvoir placer les meubles dessous. Le nom UK100 vient de UK pour United Kingdom et de 100 pour le nombre de pièces dont ce puzzle était constitué. Des livraisons régulières commencent au mois de mai 1945 et s'étaleront jusqu'au début de 1946. En août 1945, les 3/4 des maisons ont été réservées. Sur les 8150 unités produites, 7985 UK100 seront vendues au ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme et expédiées en France. Très différente des baraquements d'urgence, de conception européenne et de construction sommaire, la maison américaine impressionne avec sa ligne, son toit plat, ses grandes baies vitrées, alors qu'à l'époque, le verre manque totalement en France. Ses pièces séparées, 2 chambres, un séjour, une salle de bain et WC intérieur, une cuisine intégrée sont du jamais vu. Des surfaces lisses, du linoléum pour un entretien facile, une hauteur certaine pour pouvoir passer l'aspirateur sans avoir à se pencher. La maison préfabriquée est un objet futuriste et un idéal pour le français, car l'espoir du pavillon est déjà dans la majorité des têtes, alors que se dessine un contraste saisissant avec les projets de reconstruction en immeubles collectifs. Néanmoins, dans la pratique, les infrastructures de ville détruites ne permettent pas de relier la maison au réseau d'eau, et la baignoire, objet de tous les fantasmes, qui représentait à elle seule tout l'esprit novateur de cette maison, servait en priorité au lavage du linge, permettant d'éviter le lavoir public. La baignoire servait parfois et accessoirement pour le bain, avec de l'eau tiédie en hiver, par un serpentin qui passait dans le poêle de la salle à manger ou sur le fourneau de la cuisine, mais également pour le stockage de pommes de terre, de lapins ou de charbon. Quant au WC, bien des sinistrés ont envié ceux installés dans les préfabriqués américains, ce qui n'était pas le cas pour d'autres constructions qui disposaient d'une cabane pour 4 baraques ou un bloc sanitaire pour toute la cité provisoire. De plus, peu adaptés au climat du nord-ouest de la France, avec leurs toitures plates et leurs grandes baies fenêtres sans volets, les intempéries, puis la chaleur, disloquent rapidement les toitures et l'eau pénètre par les fentes. Les UK100 font rapidement l'objet de critiques et demandent des adaptations constantes et coûteuses. Le percement de nouvelles évacuations correspondant au diamètre des tuyaux français, l'adaptation des prises électriques ou bien encore le recouvrement de l'isorel par du coltar suivi de plaques de fibro. Les maisons préfabriquées ont permis à de nombreux sinistrés boulonnais de trouver du réconfort après toutes les tragédies vécues pendant 5 ans. Les préfabriqués se sont étalés sur une bonne partie du plateau de la colonne jusque Beaurepaire. On pouvait les voir de la haute ville et de très loin. Le 10 juillet 1947, la ville de Boulogne-sur-Mer recevra la croix de chevalier de la Légion d'honneur pour le courage de ses habitants sous les 400 bombardements et pour leur patriotisme, leur esprit de résistance, leur stoïcisme et leur ardeur à la reconstruction du port et de la ville. À partir du 1er juin 1954, c'est la construction de la cité de transition sur le plateau du chemin vert. Des logements seront disponibles dès 1955. La construction se poursuivra jusqu'en 1960. Les sévères dégâts de la colonne de la Grande Armée s'aggravent avec les années. Chaque bourrasque d'automne, chaque nuit de gel de l'hiver emporte quelques lambeaux de bronze, quelques éclats de marbre. De larges brèches apparaissent et des fissures les prolongent insidieusement. Les jardins à la française sont devenus prairies. Les allées disparaissent sous le chien-dent. Ce splendide monument n'est plus que l'image de l'oubli. En 1954, la tête de l'empereur attend toujours au musée de Boulogne de revenir sur la colonne. Les débris de la statue semblent montrer Napoléon avec les 2 bras en l'air, implorant les membres de la Légion d'honneur pour la restauration du monument de la Grande Armée. Cet appel sera bientôt entendu par tous les légionnaires. Même si l'origine de l'ordre de la Légion d'honneur remonte au 4 mai 1802, la date que l'histoire retient est la remise grandiose des étoiles de la Légion d'honneur le 16 août 1804.
En 1954, de grandes cérémonies eurent lieu pendant 3 jours pour fêter le 150e anniversaire de cette grandiose remise de médailles. Pour cet anniversaire, le comité de la Légion d'honneur de Boulogne, présidé par le général Hassler, décida en accord avec la direction des services des monuments historiques de procéder à une nouvelle mise en valeur du monument de la pierre Napoléon, dont les plans avaient été inspirés par l'empereur Napoléon III. Cette pierre, érigée pour la première fois en 1809, fut détruite en 1815, réédifiée en 1830 et le monument reconstruit en 1853. La lourde grille en fer et le mur de protection furent supprimés, permettant ainsi aux visiteurs de s'approcher jusqu'à la base du monument. La légère dépression de terrain, formant rond-point, au milieu de laquelle il s'érige, a été bordée de larges escaliers en marbre provenant des carrières ouvertes lors de l'érection de la colonne. Enfin, désormais un chemin carrossable, s'ouvrant sur cette route de Boulogne à Wimereux, créée par ordre de Napoléon III, facilite l'accès à ce précieux mémorial des premières heures de gloire de la Légion d'honneur. Le samedi 14 août 1954 fut la journée de l'entente cordiale entre les Français et les Anglais, pour les remercier d'avoir concouru à la libération, mais sans oublier les très nombreux bombardements anglais qui détruisirent Boulogne. À cette occasion, le pont de la Lampe devint le pont de l'entente cordiale. Il y eut un match de football entre le LOSC et l'équipe de Tottenham, ainsi que des représentations musicales, des feux d'artifice et des bals. Le dimanche 15 août 1954, les habitants de Boulogne furent dès 7 heures du matin tirés de leur sommeil par les musiques du 43e d'infanterie et du 16e bataillon de chasseurs à pied, exécutant à travers les rues de la ville un véritable réveil en fanfare. À midi, une messe solennelle fut dite au pied de la colonne par l'aumônier militaire de la 43e demi-brigade. Une foule considérable assistait à la cérémonie avec les généraux Paul Bondis, qui fut commandant au Sud-Vietnam pendant la guerre d'Indochine entre 1951 et 1953, représentant le président de la République, et le général Joseph Hassler, délégué par le général Dassault, grand chancelier de la Légion d'honneur. L'après-midi eut lieu une imposante prise d'armes dans l'avenue triomphale de la colonne, dominée encore par la statue mutilée de l'empereur et ses arbres séculaires mitraillés, ravagés, incendiés, morts, mais encore debout. Une vaste tribune avait été érigée pour les personnalités officielles. Sur le front des troupes, et en présence d'importantes délégations des associations d'anciens combattants avec leurs drapeaux, le général Hassler procéda à la remise d'un certain nombre de croix de la Légion d'honneur, de médailles militaires et de croix de guerre. Et il terminait par ce cri « Gloire à notre ordre national, gloire à sa devise immortelle, honneur et patrie ». Aux accents du chant du départ de Méhul, les troupes encadrant le drapeau du 43e d'infanterie défilèrent en regagnant la ville, acclamées par une foule considérable. Le soir, dans la ville illuminée, il y eut des bals en plein air et une grande représentation de l'Aiglon dans la salle de spectacle Le Cursal, où l'assistance ovationna longuement les grandes tirades de Flambeau, le légendaire grenadier de la garde, fidèle à l'empereur et au roi de Rome. Le lundi 16 août 1954, au soir, un feu de camp, réalisé autour de la pierre Napoléon par les hommes du 43e d'infanterie, se termina dans une évocation de 4 siècles de gloire militaire, longuement applaudie par plus de 50 000 spectateurs. Et tard, sous une nuit étoilée, merveilleusement calme, les feux d'artifice tonnèrent violemment sur les falaises illuminées du camp de Boulogne, comme au temps où les 800 pièces d'artillerie de la Côte de Fer mitraillaient les bâtiments de l'amiral Nelson. Un timbre fut émis pour commémorer ce 150e anniversaire. À partir de 1954, une campagne de presse est organisée par la Voix du Nord en faveur d'une restauration de la statue. Albert Châtel propose l'idée d'un nouveau livre sur l'époque napoléonienne pour permettre une souscription pour financer la restauration du monument boulonnais de la colonne de la Grande Armée. Les médias de l'époque s'intéressent à ce projet et diffusent un reportage télévisé en 1956. Anglaise, illustre et pacifique, prélude lointain de l'entente cordiale. La reine Victoria est reçue à Boulogne par l'empereur Napoléon III. Mais Boulogne, c'est encore bien plus le souvenir de Napoléon Ier. Le 16 août 1804, à la place de ce monument se trouvait le trône de l'empereur. 150 000 hommes rassemblés autour de lui pour la distribution des croix. Et aussi pour porter un coup décisif à l'Angleterre, le plus coriace de ses adversaires. C'était le camp de Boulogne. Les temps ont changé, abattu par les bombes, la tête de l'empereur est au musée de Boulogne où elle a rejoint d'autres reliques impériales. Le petit chapeau et le gobelet d'or où buvait l'empereur. Le camp de Boulogne a laissé des traces étranges ou naïves, comme ces grenadiers de faïence qui montent la garde devant la plus paisible des villas de la banlieue boulonnaise. Ou encore comme cette petite auberge qui évoque un illustre patronage. En 1957, les corps des 315 tombes allemandes,
toujours situé au pied de la colonne, sont rapatriés. En 1958, suite à un appel du général Quatroux, grand chancelier de la Légion d'honneur, une souscription est lancée à destination des légionnaires afin de restaurer la colonne de la Grande Armée et un grand élan de solidarité et de générosité est lancé dans tout le pays. Albert Châtel écrit un livre offert à la souscription des légionnaires afin de réunir l'argent nécessaire aux réparations. Parmi les premiers souscripteurs, on trouve le prince Napoléon le VIe, l'industriel Roger Farjon, dont l'aïeul était maître sellier au camp de Boulogne de 1804, Maxime Petit, qui appartient à la famille des négociants des frères Petit bien connus à Boulogne, Jacques Fourmentin, descendant du baron Bucaille, et le général de Gaulle, qui a fait un don important. Grâce aux dons et aux légionnaires, la colonne peut enfin être restaurée. Fin 1958, un échafaudage tubulaire entourant la colonne est édifié. Il remplace heureusement les charpentes de l'édification des années 1810. La rénovation sera faite par la Légion étrangère et par des ouvriers mandatés selon les directives de l'architecte en chef des monuments historiques. L'élément de marbre détérioré est extrait quel que soit son volume. Certains atteignent le poids de plus de 5 tonnes. L'utilisation du marteau pneumatique est interdite. Le travail long et pénible sera effectué à la pointe et au burin. Quand l'élément est remis en place, c'est le ciseau du sculpteur qui taille les motifs. Le marbre utilisé pour la restauration n'étant pas identique au marbre de Boulogne utilisé à l'origine, on peut voir ça et là des différences. Sur le piédestal, sur les marches. Sur le fût de la colonne, les blocs remplacés sont plus clairs et l'on peut voir des différences correspondant aux endroits des impacts et des destructions de la Seconde Guerre mondiale. En 1959, un repas est organisé avec le prince Napoléon le VIe dans l'ordre de succession et son épouse. La statue mutilée de Napoléon est détachée de son socle. On peut voir l'urgence de lui épargner de nouveaux assauts du mauvais temps. La statue de Bosiot ayant perdu plus de la moitié de sa matière. Une rénovation avec les morceaux de métal retrouvés, du plâtre et de la résine posée sur un filet métallique pour retrouver sa forme initiale sera réalisée dans les années 80. L'un des pavillons à l'entrée du domaine est actuellement un musée qui abrite l'ancienne statue restaurée. Lors de la dépose de la statue, le poème manuscrit que Victor Hugo avait écrit en 1841 est retrouvé par un des ouvriers dans un tuyau de plomb placé dans le bras intact de la statue. Ce poème, ouvertement anti-anglais, avait été interdit par le roi Louis-Philippe qui cherchait l'apaisement des relations avec les voisins d'outre-Manche. Ce poème avait été discrètement caché dans la statue par un bonapartiste en 1841. En 1960, le général Joseph Hassler devient président du comité de restauration. Né le 10 avril 1881 à Avesnes-le-Comte, dans le Pas-de-Calais près d'Arras, il avait gagné ses galons au feu pendant la Première Guerre mondiale, pendant laquelle il avait été 7 fois blessé et 8 fois cité. Il fut à la tête d'une division d'infanterie quand éclata la Seconde Guerre mondiale. Son langage, sans artifice, inspirait confiance à ses subordonnés, mais aussi de l'estime, car il savait payer de sa personne. Cependant, ses éclats répétés le faisaient mal voir dans les bureaux et par l'état-major. Critiquant les aberrations de la bureaucratie et étant l'un des seuls osant remettre en cause les insuffisances de la ligne Maginot, il disait « C'est de la bêtise, la guerre demande de l'audace ». Il aimait Boulogne et avait épousé une fille de M. Charles Fourmentreau, céramiste à Dèvres. À la Libération, en 1945, il s'installa avec sa famille dans sa maison, rue de Paris, l'actuel boulevard Kennedy. Il fut président du Souvenir français et membre de quelques autres sociétés patriotiques, et son action fut déterminante pour la restauration de la colonne de la Grande Armée. 115 ans après la statue de Bosiot, une nouvelle statue va être réalisée. Les services des monuments historiques veulent une statue en costume de sacre, comme celle de Houdon et celle de Bosiot. Le grand chancelier de la Légion d'honneur et le comité de restauration de la colonne de la Grande Armée souhaitent que cette nouvelle statue représente l'empereur, vêtu de l'uniforme qu'il portait lors de la remise des Légions d'honneur à Terlington. C'est le président de la République, le général de Gaulle, qui décida que Napoléon serait en tenue militaire. La République ne saurait honorer un monarque absolu sacré à Notre-Dame, mais elle peut honorer le chef de guerre Napoléon et entretenir la légende du petit caporal de l'époque, où grâce à des actes héroïques, un maçon pouvait devenir général et un marin pouvait devenir baron. Plusieurs projets sont présentés, c'est celui de Pierre Steen qui est retenu. Pierre Steen est un sculpteur né à Boulogne-sur-Mer en 1893 et mort à Paris en 1967. Il a réalisé la statue de Georges Guynemer, pilote de la Première Guerre mondiale, qui se trouvait sur la digue de Malo-les-Bains, les statues de plusieurs chevaux boulonnais, la statue du Christ du Calvaire d'Odingan et la statue de procession de Notre-Dame de Boulogne. Pierre Steen réalisa la statue de la colonne de la Grande Armée représentant Napoléon en tenue de campagne, tel qu'il était au camp de Boulogne, coiffé de son bicorne
est revêtu de la redingote légendaire, en costume de colonel des chasseurs de la garde nationale. Une maquette est présentée au palais de la Légion d'honneur et reçoit l'approbation du grand chancelier et du grand maître de l'ordre. Napoléon loge une main à l'intérieur de son veston, rejette l'autre derrière le dos. Cette représentation stéréotypée, qui valorise la silhouette, offre l'avantage d'une identification immédiate et efficace du personnage, même en vision éloignée. À son côté, Napoléon porte une fidèle reproduction de son épée d'Austerlitz, dont le sculpteur boulonnais Pierre Steen a pu prendre un moulage. L'épée d'Austerlitz a été réalisée par le ciseleur Martin-Guillaume Biennet. Elle aurait dû revenir à l'Aiglon, le roi de Rome, le fils de Napoléon Ier, mais ceci fut refusé par les autorités au moment de la mort de Napoléon. Le modèle en taille réelle est réalisé en plâtre et confié au fondeur Georges Rudier, successeur d'une longue lignée de fondeurs d'art depuis 1772. Georges Rudier réalisa la statue en bronze romain, alliage de cuivre et d'étain, en octobre 1960. Le travail fut parfait, non seulement par la reproduction de l'œuvre, mais aussi dans l'assemblage des différents éléments. La statue située au sommet de la colonne, ayant à supporter les tempêtes, doit être conçue en fonction de ses paramètres. L'ancienne statue avait une meilleure stabilité en raison de la forme conique du manteau. Les seuls appuis de la nouvelle statue étant les bottes, il fallait donc que ces parties soient particulièrement solides. En 1960, le bas-relief occidental, sur lequel Napoléon apparaissait privé de sa tête, dérobé pendant la guerre par un soldat anglais, fut également restauré. Afin que les métallurgistes puissent connaître les conséquences de la poussée du vent sur la statue de Napoléon, une maquette en bronze est introduite en soufflerie dans la station d'essai aéronautique de Meudon. Le fondeur et les ingénieurs décideront de remplir les bottes de l'empereur d'acier spéciaux afin que la statue ne fléchisse pas, quels que soient les vents qui pourraient souffler. Le 8 mai 1962, dans l'après-midi, la statue de l'empereur, couchée sur un camion du 5e régiment du génie de Versailles, arrive dans le parc de la Colonne. Sont présentes des personnalités de la ville, le président et des membres du comité de restauration. La statue est déposée au pied de la colonne. La curiosité attira de nombreux Boulonnais. Souvent, devant ce grand corps allongé, évoquant tant de gloire, de travaux et aussi de souffrance, les hommes se découvrent, se recueillent. Tout comme pour la statue de 1841, des personnes âgées viennent baiser au front la statue, tant est encore vivace dans Boulogne, ville impériale, le souvenir de l'empereur. L'ascension de cette statue, haute de 4,75 m et de près de 4 tonnes, fut l'objet de l'inquiétude et de la curiosité de beaucoup. L'échafaudage avait déjà supporté sans fléchir la poussée exercée par un treuil puissant, élevant au sommet de la colonne des blocs de marbre de plus de 5 tonnes. La montée de la statue fut accomplie en moins d'une demi-heure. Le vent étant violent, 2 hommes se hissèrent avec audace sur l'échafaudage afin de contrarier le balancement de la statue. Peu après, la statue de Napoléon fut installée sans difficulté au sommet de la colonne, devant des spectateurs enthousiastes. Ainsi, grâce à l'effort des légionnaires et d'un grand nombre de donateurs, la colonne de la Grande Armée et de la Flottille redevint en 1962 la colonne Napoléon. Pour commémorer cet événement, une médaille fut frappée par la Monnaie de Paris, rappelant les dates et événements marquants. La France ayant renoncé depuis fort longtemps à la conquête de l'Angleterre, la statue tourne le dos à la mer et fait face pour accueillir les visiteurs. On peut également se dire que Napoléon tourne le dos à l'Angleterre. L'inauguration de la nouvelle statue de l'empereur et de la colonne restaurée fut l'hommage de l'armée à leurs ancêtres de la Grande Armée. Elle fut également la manifestation de sentiments d'admiration et de reconnaissance pour l'empereur, 121 ans après l'inauguration magnifique de 1841 et 158 ans après la première remise grandiose des étoiles de la Légion d'honneur. Le dimanche 24 juin 1962, le stationnement et la circulation des véhicules fut très fortement perturbés à Boulogne. Cette inauguration eut lieu sous le patronage du général de Gaulle, président de la République française, grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur, et sous la présidence de M. Pierre Messmer, ministre des Armées. De nombreuses personnalités locales et nationales furent présentes. Le matin à 10h30, Pierre Messmer, le ministre des Armées, arrive par avion au Touquet. À 11h, il arrive à l'hôtel de ville de Boulogne, où il est accueilli par M. le maire, Henri Engel, et par le général d'armée, Georges Catroux, grand chancelier de la Légion d'honneur, qui avait remis le collier de grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur au général de Gaulle, quand il devint président le 8 janvier 1859. As the proceedings began, an official of the Legion of Honor brought the gold collar of the order to General Catroux, Chancellor of the Order, and that famous soldier placed it upon the comrade in arms, who was about to be installed President of France. Monsieur Coty prophesied that under de Gaulle, France would win supreme victory over herself. Sur la place Godefroy-de-Bouillon, les soldats du 6e RPIMA sont au garde à vous, et de jeunes boulonnaises en costume sont devant l'entrée de la mairie.
Après le discours du maire Henri Engel, le ministre des Armées Pierre Messmer signe le livre d'or de la ville et rappelle qu'une grande ville comme Boulogne a tout avantage à s'appuyer sur son passé pour construire l'avenir. À 11h45, c'est le dépôt d'une gerbe au monument aux morts. Mademoiselle Noiraud et monsieur Montuy présentent au ministre une couronne de fleurs qu'il dépose au pied de la stèle sacrée. Le cortège officiel gagne le port par les artères du centre-ville, vidé de tous les véhicules, puis prend le boulevard Sainte-Beuve et la route de Wimereux. À midi, M. Gicquel, au nom de la préparation militaire, remet au ministre une couronne de laurier que celui-ci dépose devant la pierre Napoléon, tout comme 8 ans auparavant en 1954. Une première remise de croix à des légionnaires est faite, et le général Hassler explique aux personnalités la disposition des troupes lors de la remise des étoiles le 16 août 1804. Puis les officiels, précédés de motards, se rendent à la gare maritime pour un banquet. À partir de 13h, la foule des Boulonnais et de nombreux visiteurs se dirigent vers l'esplanade et la grande allée de la Colonne. À 14h30, 2 compagnies du 6e RPIMA rendent les honneurs au drapeau et se rangent à l'intérieur du parc entourant la colonne. En face, prennent place la musique de leur régiment, le drapeau avec sa garde d'honneur. Le reste des troupes est massé dans l'allée de la colonne. Des soldats du 6e RPIMA venant d'un régiment en garnison à Verdun, des fusiliers marins de Cherbourg, appartenant aux équipages du Basque et de l'Opiniâtre, et des escadrons du 1er régiment de hussards portés. Les 3 escadrons du 1er régiment de hussards parachutistes, en garnison à Sedan, sont venus avec leurs EBR, leurs engins blindés de reconnaissance, en service dans l'armée française depuis 1951. Devant le monument, se sont alignées 2 sections représentant les grandes écoles militaires, des détachements de polytechniciens en bicorne et de Saint-Cyrien en casoar. Devant la tribune d'honneur, se sont rangés les drapeaux d'une 50aine d'associations d'anciens militaires. À 15h03, le colonel du régiment d'infanterie de marine ordonne le garde à vous et les voitures officielles arrivent. Dès son arrivée, le ministre des Armées, accompagné du préfet et du chef d'état-major de l'armée le général Louis Le Pulloc, passe les troupes en revue dans l'enceinte de la colonne. La musique interprète la Marseillaise, puis elle exécute les marches de l'Empire, y compris la célèbre marche consulaire et l'air des dragons de Noailles. Puis ce sont les remises de décoration à des anciens combattants. Le ministre des Armées remet la cravate de commandeur de la Légion d'honneur au lieutenant-colonel de réserve du génie Georges Martin. Le général Catroux fait ensuite chevalier de la Légion d'honneur messieurs Claude Cardon de Saint-Martin-les-Boulognes, Paul Boquet de Dèvres et monsieur Bourguignon, le directeur de l'école Carry. Sont également décorés des Invalides de 14-18, monsieur Émile Dulot de Conteville, Léopold Dumont de Henneveux, Louis Monger et Eugène Vasseur de Boulogne, Paul Duminy de Saint-Martin-les-Boulognes. Puis le général Hassler remet la médaille militaire à messieurs Vaillant, Lefranc, Saget, Le Tallec et au major Asselin. C'est le ministre en personne qui, à la demande du général Hassler, a remis la médaille militaire à madame Hardy pour son fils tué lors des combats de Boulogne. Madame Hardy avait eu la douleur de perdre un 2e fils déporté à Dachau, tandis qu'un 3e, victime de guerre, était aveugle. À 15h35, les officiels prennent place. À droite du ministre, le général d'armée, Georges Catroux, grand chancelier de la Légion d'honneur, et son chef de cabinet, le général Bonnefou. Le chef d'état-major de l'armée, le général Louis Le Pulloc. Le préfet du Pas-de-Calais, M. Robert Cousin. Devant cette brillante assemblée, sous un soleil éclatant, le voile tricolore parsemé d'abeilles d'or, qui recouvrait la statue de l'empereur, est enlevé, pendant que 21 coups de canon étaient tirés par les bâtiments de la marine nationale, venus s'embosser la veille dans le port de Boulogne. Le moment des discours est venu. Le général de division Joseph Hassler, président du comité de restauration, prend en premier la parole. Il remercie tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la restauration de la colonne et termine son discours par « Un souffle d'air pur nous anime, vive la France ». Puis c'est le discours du général d'armée Catroux, grand chancelier de la Légion d'honneur. Le sol est ici un lieu de notre histoire nationale et de celle de la Légion d'honneur. Ici souffle l'esprit de la grande armée, des régiments de Fleurus et de Rivoli, les combattants de Marengo. Il rappelle ensuite l'historique de la construction de la colonne Napoléon. Pour terminer, le ministre des Armées, Pierre Messmer, tient un long discours toujours très actuel, qui commence par « L'histoire de ce monument montre bien que l'unité de la France n'est pas un vain mot. Ainsi, cette colonne n'est pas seulement le vestige vénérable du passé, elle est le témoin de la volonté des hommes de ce pays, témoin d'une volonté soutenue à travers les joies et les malheurs de la France. Les légionnaires ont rendu à ce monument la beauté, il faut aussi redonner à notre armée l'enthousiasme de la grande armée. » Quelques minutes se passent, puis un rugissement tombe du ciel, celui des réacteurs d'un escadron de 12 avions de chasse de la base aérienne 103 de Cambrai, des bombardiers Vautour et des chasseurs Super Mystère. Venus par le nord, ils passent au-dessus de l'allée de manière transversale et bien sûr trop vite pour être bien vus.
Ils auraient dû survoler toute l'allée de la colonne vers la statue pour pouvoir être admirés des spectateurs. Après cette démonstration, la musique de la 11e division légère d'intervention se met en place aux accents du chant du départ d'Étienne Nicolas Méhul. Elle est suivie sur l'allée de la colonne par le drapeau du 6e RPIMA, entouré de sa garde d'honneur. Puis ce sont les troupes venant du chemin de la poterie et qui vont, compagnie par compagnie, d'un pas souple et cadencé, glissant, silencieuse, mitraillette aux côtés. Derrière, viennent les fusiliers marins du Basque et de l'Opiniâtre qui apportent la gaieté de leur col bleu et de leurs pompons rouges. Arrivent enfin polytechniciens et Saint-Cyriens, suivis par la voiture du ministre des Armées, entourée de motards. Un espace vide se crée, mais c'est pour laisser aux engins blindés le temps d'arriver à leur tour. Le ronflement des moteurs succède au martèlement du pas des troupiers. Les engins blindés de reconnaissance se suivent à une cadence rapide et sur le premier d'entre eux, debout, rigide, le porte-étendard et l'officier commandant le premier régiment de hussards parachutistes. C'est la fin du défilé officiel. Les grilles qui contenaient la foule des invités massés dans le parc s'ouvrent, le flot des boulonnais, massés dans les artères d'alentour, commence à se déverser alors que les hommes de troupe reprennent par la route de Calais un second défilé, en chantant cette fois afin de satisfaire un public assez déçu de n'avoir pas pu voir grand-chose de la manifestation. Ce sera le point final de cette très belle manifestation qui eut lieu le 24 juin 1962 pour l'inauguration de la colonne de la Grande Armée restaurée et de la nouvelle statue de Napoléon Ier. Napoléon est donc bien dos à la mer comme à l'origine, car il a renoncé à envahir l'Angleterre, même si certains voient Napoléon tourner le dos aux Anglais. La statue fut illuminée toute la soirée et une bonne partie de la nuit. À partir de cette date, la statue de Napoléon est classée au titre des monuments historiques, la colonne l'étant depuis 1905. Le domaine, propriété de l'État, est géré par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.